Hello tout le monde. Alors, enfin, je me lance dans cette vidéo. Ça fait vraiment longtemps que je voulais la faire. Ça fait longtemps qu'elle est un peu dans les tuyaux, là, comme on dit. Et la démarche derrière cette vidéo, c'est pas, il n'y a pas une démarche de voyeurisme, enfin, ou plutôt d'attirer du voyeurisme, ce qui peut être un peu le risque quand on tourne ce genre de choses et qu'on parle de ce genre de sujet. Et là, le but, je vais vous expliquer, n'est pas du tout ça. Mais en fait, quand j'ai rédigé un peu mes idées, je pensais à Guy Carlier, qui a écrit Le cœur au ventre, hein, qui est vraiment un livre que je conseille aux personnes qui s'intéressent à la boulimie ou qui sont concernées par la boulimie. Et il dit au lecteur, je sais que tu veux du croustillant, tu veux du dégueulasse, c'est ce qu'on recherche tous. Et évidemment, c'est pas la démarche, je ne suis pas là pour vous livrer du croustillant. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que en fait, quand on est boulimique, on croit toujours qu'on est la seule personne au monde à vivre ce qu'on vit, je crois. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a d'autres personnes qui en souffrent, on sait qu'il y a d'autres personnes boulimiques, mais il me semble qu'on se dit ouais, mais moi c'est pire. Moi je suis plus bizarre, moi je suis plus tarée, moi ça fait plus longtemps, moi c'est plus intense, ou voilà. Enfin, et en fait, je voudrais je voudrais partager ce message parce que je veux que vous voyez aussi que on peut partir de super loin, vraiment de très loin, et s'en sortir. Que personne n'est prédisposé à rester boulimique, ça vraiment, mais j'en suis convaincue. Et que même si vous avez derrière vous des années de boulimie, même si vous faites énormément de crises, même si vous avez des comportements de toxicomane, comme ça a été mon cas, j'en parlerai après, vous pouvez vous en sortir. Voilà. Et donc je voulais faire cette vidéo là parce que des fois je perçois un peu dans le discours des gens que je croise ou que j'accompagne ou avec qui j'échange un truc du genre ouais ok toi tu t'en es sorti, ouais ok tes clients s'en sortent, oui ok les clients de un tel une telle s'en sortent, mais moi je pense que je m'en sortirai pas. Ou il y a des fois des gens qui me disent ouais de toute façon je suis un cas désespéré, et je suis pas d'accord avec ça, c'est pas vrai. Donc l'idée là, c'est d'apporter un exemple de plus. Voilà, donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Macha et j'aide les personnes boulimiques à se libérer de l'obsession alimentaire, après avoir été obsédée par la nourriture pendant des années et des années de ma vie. Alors, pendant cette vidéo, je vais faire fréquemment des pauses pour lire mes notes sans avoir à faire de montage. Et du coup, je voulais dire autre chose avant d'aller dans le détail, hein, avant de vous raconter un petit peu comment ça se passait pour moi la boulimie. Ce que je voulais dire, c'est que moi, je m'en suis pas sortie parce que j'ai un truc en plus des autres, parce que j'ai des circonstances favorables. Alors j'ai eu de la chance de tomber sur les bons thérapeutes, ça c'est clair et net. Après, je les ai cherchés, j'ai essayé. Je me suis donné les moyens. Donc il y a de la chance et puis il y a aussi c'est normal, quand on se donne les moyens, au bout d'un moment, ça finit par marcher. Mais j'ai pas intrinsèquement un truc qui fait que moi j'ai pu m'en sortir ou que d'autres peuvent s'en sortir et que vous pouvez pas, par exemple. Vous voyez, vraiment, c'est pas ça, je suis sûre de ça, quoi. On n'est pas prédisposé à rester boulimique. Tout le monde peut s'en sortir. Par contre, il faut faire les bonnes choses, ça c'est sûr. Et puis, il y aura toujours voilà, des personnes qui vont dire oui mais moi c'est pire, moi ça fait plus longtemps. Non, croyez-moi, c'est faux, c'est pas plus facile pour qui que ce soit. C'est tout aussi dur pour tout le monde. C'est aussi dur, vraiment, hein. C'est pas plus dur pour les non-vomitives ou pour les vomitives ou pour les, voyez, pour les hyperphages que pour celles qui sont dans la restriction, dans la compensation. Il n'y a pas de hiérarchie. On souffre tout autant des TCA, c'est-à-dire qu'on soit anorexique, boulimique, hyperphage, orthorexique, qu'on soit dans une phase où on vomit ou pas, on souffre tout autant. Il n'y a pas de cas qui est pire qu'un autre. Voilà, alors tout ceci étant posé, je vais attaquer, et avant je vais boire une petite gorgée de café. En fait je bois du ricoré, alors c'est pas très bon, mais pour donner à manger au bébé c'est plus simple, enfin c'est mieux, il y a moins de caféine, bref. Ok, alors, du coup, comment est-ce que ça s'est passé la boulimie chez moi? Donc, si vous connaissez un peu mon histoire, moi, ça a été pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans parce que déjà toute petite, j'y reviendrai, toute petite déjà j'avais des comportements addictifs, j'avais des comportements toxicomanes avec la nourriture. Bien sûr, je ne m'en rendais pas compte, mon entourage ne s'en rendait pas compte, ou alors pas en ces termes, c'est-à-dire qu'ils voyaient bien que j'avais un très très bon coup de fourchette, que j'avais tendance à beaucoup manger, à avoir un comportement bizarre avec la nourriture, mais c'était pas forcément un problème, c'était plus vu comme de la gloutonnerie ou de la gourmandise. Voilà, alors du coup, ça s'est manifesté comment la boulimie pendant ces 20 années?
sur un plan classique, je veux dire, c'était pour moi des alternances de phases de crise et des phases de restriction intense. Et puis des fois, c'était un peu les deux en même temps. Au cours d'une journée, par exemple, pouvais me lever, j'avais des moments comme ça où je me disais, allez, tu te lèves à 5 heures. Je me forçais à aller courir en hiver, comme en été, qu'il pleuve, qu'il neige, machin. J'allais courir, je faisais ensuite du renforcement musculaire. Ensuite, je me disais, je vais me préparer un truc super fit en termes de petit-déj, un truc, voilà, basse calorie, etc. Donc ça commençait comme ça. Et puis toute la journée, je tenais. J'étais vraiment comme une cocotte minute. Je tenais bon en me disant, voilà, le midi, je craque pas, je prends un truc léger, machin, etc. Et puis la tension montait tout au long de la journée. Et en général, le soir, c'était intenable. Je courais chez moi, quoi, littéralement, et je mangeais tout ce que je trouvais. Enfin, c'était vraiment comme ça. Soit je passais faire des courses, soit je prenais ce qu'il y avait. Enfin, mais ça, c'était... Franchement, ça a été comme ça tous les jours de ma vie à partir de mon adolescence. Et avant ça, quand j'étais petite, je faisais pas la partie restriction, en fait. C'est juste que je faisais des crises. Donc, j'allais à l'école. Et je me souviens que voilà, vers 15-16 heures, je commençais vraiment à me tortiller sur ma chaise. Et quand je rentrais chez moi, je mangeais tout ce que je pouvais trouver. Donc s'il y avait des aliments que j'appelais à crise, tant mieux. Sinon, mais je pouvais manger n'importe quoi, mais il fallait que je me remplisse. Et j'ai des souvenirs de ça quand j'étais en CE1, quoi. Ouais, même en CP, enfin ça a commencé très tôt. Et j'ai même des souvenirs avant d'épisodes boulimiques, quand j'étais encore plus petite et que je n'allais pas encore à l'école. Donc vraiment, ça a commencé très tôt. Et puis, si on revient un peu à la phase adulte, donc en fait, moi, je connaissais par cœur tous les trucs, astuces, tous les machins, tous les régimes, tout, parce que dès qu'il y avait une revue, un truc, un article, une émission, en fait, je consommais un contenu énorme, un contenu nutritionnel, fitness, etc., gigantesque. Vraiment, je connaissais tout ce qui pouvait exister. Et puis, je commençais régulièrement des régimes. Alors, je me disais, voilà, table rase, nouveau départ, demain, une nouvelle vie commence. Et donc, le lendemain, je commençais mon régime. Alors là, je révolutionnais tout. C'est-à-dire que je dégageais tous les aliments à risque, comme c'est préconisé dans certains régimes. Tout dégageait. On nous dit des fois, donnez-les à vos voisins, etc. Donc, voilà. Puis, j'allais acheter des légumes, du blanc de poulet. Enfin, bref. Bon, voilà quoi, les trucs de régime. Et puis je commençais vaillamment. Et puis je tenais pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et j'étais là, ouais, je suis trop la championne du monde. Et évidemment, au bout d'un moment, ça arrivait assez vite. J'avais un petit dérapage. Et là, c'était la dégringolade. C'était retour en arrière. Énorme phase de crise pendant plusieurs jours, etc. Donc ça a été... là, si je le date, je dirais que cette histoire de régime, ça a commencé aux alentours de mes 15 ans. Parce que en fait, à mes 15 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris d'un coup beaucoup de poids et que ça s'est vu. Alors qu'avant, je pouvais manger énormément et ça se voyait pas trop en fait. Voilà, c'était... j'ai jamais été mince, comment dire, filiforme, mais c'était pas choquant. Et je sais que vers mes 15 ans, j'ai vraiment une prise de poids très très rapide. Et j'en ai souffert parce que j'ai eu des remarques, je voyais bien que je pouvais plus me cacher. C'est là que j'ai commencé à faire des régimes. Et en fait, en plus, l'effet pervers, c'est que la première fois que j'ai fait un régime, je m'en souviens, j'étais au lycée et j'étais allée voir ma mère pendant 2 semaines en vacances et on était en mode, on se fait un régime. Et j'avais perdu du poids. En fait, j'avais vraiment perdu du poids. C'était la première fois que je faisais ça. Et quand j'étais retournée au lycée, tout le monde m'avait félicité pour ça en me disant « Ah ouais, mais Titon, qu'est-ce que t'as perdu? C'est incroyable !» Et alors là, forcément, ça m'a bien enfoncé dans ma bonne spirale pourrie parce que je me suis dit, ah bah voilà, tout le monde me voit, tout le monde me regarde, ça marche, j'ai réussi à perdre du poids, je suis quelqu'un, j'existe. Et donc, ça n'a fait que accentuer le lien que je faisais entre ma valeur et ma perte de poids. Et à partir de là, j'ai alterné période de régime restrictif, de sport intense, etc. et période de crise. Et puis, en fait, ça s'est confondu, c'est-à-dire que j'étais tout le temps en train d'essayer en fait de compenser un mode de vie qui par défaut était boulimique, pour être plus précise. Voilà. Et du coup, j'ai claqué des milliers d'euros en nourriture, des milliers. Enfin, franchement, je crois qu'en 20 ans, là... Alors, quand j'étais petite, c'est pas moi qui ai acheté ma nourriture. Ça me fait penser à un truc, d'ailleurs, que j'ai noté. Donc, c'était pas moi qui ai acheté ma nourriture, quoique. Et après, quand je suis partie très tôt, en fait, moi, de chez mes parents, j'ai vécu seule assez tôt,
un petit peu avant mes 16 ans en fait. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai dû dépenser franchement mais des dizaines de milliers d'euros de bouffe. Hein. Je fais pas le calcul, mais c'est faramineux. C'est-à-dire que j'avais peu de moyens, j'ai toujours travaillé en fait à côté de mes études et tout partait en bouffe, tout. Voilà. J'avais des fois à peine de quoi me payer le loyer, mais je ne pouvais pas ne pas m'acheter de bouffe, c'était pas possible. Enfin, c'était vraiment mon oxygène. Voilà. Et du coup, si je fais un petit flashback, donc petite, parce que ça a vraiment commencé là. C'est plutôt des épisodes qui me reviennent. Là, tout à l'heure, je disais, j'ai pensé à un truc. C'est premier aveu qui est vraiment pas glorieux. Mais bon, quand j'étais petite, je piquais de l'argent dans le porte-monnaie de mes parents. Alors, j'habitais avec ma mère. Donc, j'avais trouvé où ça se trouvait. Et en fait, je piquais de l'argent et j'achetais de la bouffe avec. Et voilà, même rien qu'en en parlant, c'est drôle parce que vraiment, je sens le feu me monter aux joues. Mais j'avais ce comportement-là de toxico, et c'est-à-dire que je savais que ça allait se voir, je savais que c'était pas bien. Alors en plus, la notion de bien et de mal, c'est souvent quelque chose en plus de très ancré chez les personnes boulimiques. C'est limite religieux, quoi. Je veux dire, euh, j'avais une partie de moi qui approuvait pas, mais il y avait une partie de moi qui pouvait pas s'empêcher. C'était pas possible autrement. J'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de ça. Donc j'ai commencé petite, quand j'ai découvert ça, où mes parents planquaient leur argent, je piquais des pièces de 10 francs, 20 francs, et puis j'allais m'acheter à bouffer. Et je faisais ça, je prenais énormément de risques. Enfin, je savais qu'à un moment j'allais me faire pincer, mais c'est de la toxicomanie, hein, pure et dure. Voilà, j'avais 6 ans, j'étais toxicomane. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser vous voyez, au bouquin de Catherine Hervé qui s'appelle Les toxicos de la bouffe. Et je vous conseille de lire. Enfin, il faut l'avoir lu si vous êtes boulimique, c'est genre obligatoire. Si vous l'avez pas lu, ça va vous ouvrir des perspectives énormes. C'était ça, une toxico, j'étais vraiment une toxico. Et des petites filles, c'était vraiment ça. Et juste un truc, hein, parce que ça m'agace un petit peu cette histoire d'addiction au sucre, c'était pas une addiction au sucre. Je n'étais pas addict au sucre, j'étais addict au besoin de manger. D'accord, au besoin de remplissage. C'est-à-dire que je pouvais faire, et ça, je pense que tout le monde le sait, je pouvais faire des crises avec de la soupe, avec des boîtes de conserve, avec du pain, avec du saucisson, je m'en fous. Avec n'importe quoi pourvu que ça me remplisse. Donc, c'était pas une histoire d'addiction au sucre quand j'étais petite fille. Voilà, donc ça j'ai fait, hein, piquer des sous pour m'acheter à manger. Plus tard, quand j'avais pas de sous, ça m'est arrivé de piquer de la bouffe, hein, d'ailleurs. Alors c'est pareil, j'étais assez... comment dire, j'avais vraiment cette voix de non, c'est pas bien, etc. Et donc, c'était très dur de vivre avec la culpabilité, donc j'essayais de pas le faire, mais il m'est arrivé de le faire quand j'avais pas de sous et besoin de manger. Il m'est clairement arrivé de faire ça. C'est hyper dur pour moi d'en parler, c'est vraiment... Mais j'ai besoin, je sais que d'autres le font, parce que c'est comme ça la toxicomanie, et j'ai besoin que d'autres sachent que voilà, vous le faites, je l'ai fait, d'autres le font, et que je vais pas dire c'est ok, parce que c'est pas l'idée, mais c'est pas de votre faute. C'est-à-dire, vous savez que c'est pas bien, vous savez qu'il faudrait pas, vous aimeriez faire autrement, mais c'est plus fort que soi. Et je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la boulimie, qui savent pas ce que c'est que d'être addict, et qui diront ouais, mais bon, machin, ça se fait pas, faut se retenir, c'est pas une raison, machin. C'est trop facile de dire ça. Faut vivre ce que c'est pour comprendre à quel point c'est une force qui est plus forte que soi. Et on a beau vouloir être quelqu'un de bien, on a beau vouloir ne pas vouloir faire le mal, ne pas vouloir mal agir, c'est plus fort que soi. C'est terrible. C'est ça la boulimie en fait. Voilà. Donc voilà, l'histoire de l'argent j'ai raconté. Et puis je repensais à un épisode, quand j'étais petite, il y a une dame qui me gardait souvent, c'était une amie de mes parents. Et elle avait plein de trucs à manger chez elle. Et en fait, j'étais très souvent seule, très tôt. J'étais seule, en fait, soit à la maison, soit chez les gens. C'est-à-dire que elle me gardait, mais souvent, en fait, elle me laissait chez elle et puis elle allait aussi faire autre chose. Donc, je me retrouvais souvent toute seule chez elle. Et en fait, au début, j'avais très très peur toute seule. Mais j'étais petite, j'avais peut-être 6 ans, quoi, 7 ans. Et puis, elle m'a gardée longtemps comme ça. Et en fait, après, j'attendais les moments où elle partait avec impatience, parce que quand elle partait, je me faisais des crises énormes. C'est-à-dire que j'allais taper dans ses réserves, j'allais taper dans le congèle, et j'avais déjà acquis ce réflexe de
comme elle avait déjà vu que j'avais explosé ses réserves, parce que elle l'a vu assez vite, j'avais pris ce réflexe de je pioche un petit peu de tout pour que surtout ça se voit pas. Et ça aussi, c'est de la toxicomanie, c'est-à-dire qu'on se met à développer des comportements, à réfléchir à des stratégies, à des calculs pour que ça ne se voit pas, pour ne pas être démasqué. Et vous pouvez voir ça comme de la perversité, ou je sais pas si c'est de la perversion, mais c'est un comportement toxicomane, c'est-à-dire que quand j'étais là-bas, j'avais ce besoin, je m'en souviens comme c'était hier, ce besoin viscéral de faire des crises, de manger. J'ouvrais tout en grand et puis je faisais en sorte de prendre sans que ça se voit trop. Forcément, ça se voyait, elle m'a fait les remarques plusieurs fois et j'avais extrêmement honte. J'étais mais morte de honte, c'était un truc de fou. Et pour autant, je recommençais à chaque fois. Alors que j'ai été démasquée, que j'avais honte, que c'était pas bien, que je me faisais engueuler, etc. Voilà, et donc très jeune, et je veux dire ça, c'est qu'il y a des enfants qui commencent très très jeunes, très 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 jeunes. Mais ça, c'est de la boulimie. Un enfant qui aime bien les cookies, qui aime bien manger, qui aime bien les bonbons, voilà, qui est un enfant heureux et qui aime bien les bonnes choses, faut pas tout de suite psychoter en pensant que c'est un enfant boulimique. Parce que ça peut être très dangereux aussi. Donc faut surtout pas se dire, quand je dis ça, c'est pas pour faire peur aux parents en leur disant surveillez vos enfants, ça se trouve ils sont boulimiques. Non, la vraie boulimie c'est ça, c'est des comportements toxicomanes. C'est pas aimer bien manger, c'est pas aimer manger deux fois, reprendre 2 fois du gâteau d'anniversaire au goûter d'anniversaire, c'est pas ça. Ça c'est profiter de la vie. Voilà. Et c'est important de faire vraiment la différence. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, je continue à dérouler. Euh, il y a eu des pics en fait très noirs, il y a eu des moments très noirs dans ma vie avec la boulimie, des moments où elle était particulièrement présente. Et il y a une année qui a été très très dure, c'était ma dernière année de master à Sciences Po Grenoble. C'était très noir, très très dur. C'est une année où j'ai vraiment cumulé toutes mes addictions. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'était l'année où j'ai été la plus assoiffée de sens. C'est-à-dire que pour moi, ma vie n'avait aucun sens. Je ne comprenais pas ce que je foutais là. J'avais mordu à l'hameçon, c'est-à-dire que j'étais entrée dans cette école parce que j'avais cru, on m'a fait croire et j'ai cru que ça me sauverait la vie, que je serais sauvée, que si je rentrais dans une grande école, et ben, je serais tranquille, voilà. Et en fait, c'était pas vrai. Et surtout que je m'ennuyais, ça me plaisait pas. C'était, voilà, je me consumais. Et en plus, je me rendais compte que j'étais absolument pas tirée d'affaire. Je me sentais seule au monde. Enfin, c'était vraiment un très, très, très noir. Et donc, cette année de master-là, je me souviens que j'arrivais pas à me lever le matin. J'allais très peu en cours. Et des fois, j'allais en cours pour 1 heure et je rentrais chez moi parce que c'était trop dur et je restais toute la journée. Et cette année-là, j'ai souvent été ivre morte dès 9 ou 10 heures du matin. Alcool plus bouffe. Et je fumais aussi beaucoup, beaucoup de tabac. Par contre, alors, j'ai jamais été addict, moi, à l'herbe, aux choses comme ça. Je fumais du tabac, je fumais des cigarettes. Et vraiment, et ça, cette année-là, ça a été comme ça. C'est-à-dire que je passais vraiment des journées ivres chez moi, tellement ma vie m'était insupportable et je pouvais pas. Enfin, ça peut paraître fou, mais ça me permettait de survivre. Ça me permettait de passer une journée après l'autre sans me rendre compte de ce qui se passait. Et malgré ça, j'ai quand même eu mon concours donc de commissaire des armées. Et j'ai eu un petit peu plus, ça m'a un peu sorti de là, disons, quand forcément j'ai passé le concours, etc. J'ai dû me préparer aux épreuves physiques, etc. Enfin, donc ça m'a un peu sorti de là, mais globalement c'était une année très noire, où vraiment c'était comme ça. J'allais très peu en cours, j'avais très peu de moyens, j'avais à peine de quoi payer mon loyer, mais je dépensais peut-être 60 € de bouffe par jour. Et je travaillais à côté, hein, donc voilà, mais c'était pas une vie, quoi. Et j'achetais de la bouffe, de l'alcool. Et cette année-là, par exemple, bah, j'ai piqué de la nourriture en magasin parce que j'avais pas les sous, quoi. Ça, c'est vraiment, voilà. Euh, et j'avais besoin de ça. Je sais, quand je le raconte, je sais qu'il y a des gens qui comprendront pas. Et c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vraiment, les personnes qui vivent ça, vous compreniez que moi, je suis comme j'étais et je suis comme vous. C'est-à-dire que cette partie de moi, c'était plus fort que moi. C'était pas voulu. Enfin, c'était pas exprès, en fait. C'était pas de la négligence. C'était vraiment... Ouais, vraiment un monstre, quoi. Quelque chose de... c'était du téléguidage, quasiment. Voilà, donc ça, c'était pour
C'est comme ça que j'ai fini mes études, en tout cas dans le civil, parce qu'après j'ai continué dans l'armée encore. J'ai encore fait des études dans l'armée. Et quand j'étais à l'école navale, par exemple, ce que je faisais, c'est que le soir, je sortais de la chambre, et puis en fait, en bas, il y avait un hall, puis tout était vitré là-bas. Tout était vitré, quoi. Il y avait un hall et il y avait des distributeurs de bouffe au rez-de-chaussée. Puis la nuit, je sortais, j'avais mes pièces et tout. Et j'allais au distributeur de bouffe. Et vraiment, c'est marrant que j'y repense là, tout était vitré. C'est-à-dire que tout le monde pouvait me voir en bas, quoi. C'était la honte. Franchement, j'avais honte. Et donc, je prenais des trucs au distributeur. Donc, je mettais des pièces. Je prenais plusieurs produits. Je les laissais tous tomber. Et puis, je les prenais dans mon... Je sais pas, je les mettais dans mes poches, là. Donc, j'avais les poches pleines de trucs. Et j'allais me cacher dans les toilettes. Donc, publiques, les toilettes de l'école. J'allais me cacher dans les toilettes et je mangeais par terre, appuyée sur la cuvette des toilettes. Moi, j'ai jamais réussi à vomir. J'ai essayé, mais j'ai jamais réussi. Donc, j'ai essayé de vomir, mais c'était évidemment un échec. Mais c'est surtout que je me planquais dans les toilettes pour manger tranquille. Et là aussi, à l'école navale, j'ai fait ça quasiment tous les soirs, tellement c'était dur. C'était trop dur. Pour moi, ça n'avait pas de sens. Je m'étais vraiment mise toute seule dans un grand piège, en fait. Et ça a continué ensuite quand j'ai été en poste, et notamment quand j'ai été affectée sur des bâtiments, donc en mer. Où là je me souviens que le maître d'hôtel, j'étais officier et donc j'étais dans le carré officier. Dans la marine, sur les bateaux, on est séparés en fait, hein, selon les catégories de grade, on est séparés en ce qu'on appelle des carrés, enfin, c'est-à-dire des salles à manger, quoi, des communautés et salles à manger. Et donc nous, dans le carré officier, c'est le carré qui réunit les officiers, on a un maître d'hôtel. Et je me souviens que ce maître d'hôtel, qui était hyper sympa au demeurant et très marrant, je me souviens que des fois je l'entendais râler, il disait c'est encore la commissaire qui a tout bouffé. C'était moi la commissaire. C'est encore la commissaire qui a tout bouffé. Et c'était terriblement honteux pour moi d'entendre ça. C'était horrible, quoi. Mais voilà, j'étais démasquée. Et malgré ça, je pouvais pas m'empêcher de continuer. C'est-à-dire que je savais que ça se savait, je savais que c'était très mal vu, mais je ne pouvais pas faire autrement en fait. Je regarde ce que j'ai noté. Ouais, ça c'était... Voilà. Et pareil, hein, quand j'étais embarquée à bord, je me planquais souvent dans les toilettes parce que j'avais un bureau et c'était l'endroit aussi où je dormais, mais les gens pouvaient venir me voir et je voulais pas qu'ils me voient en train de manger. Donc je me planquais souvent pour manger dans les toilettes. Bref. Et puis, autre épisode où j'ai eu un pic vraiment de boulimie. Et là, c'était très... Et là, pareil, pour que vous voyez à quel point c'est toxico. Et c'était très dangereux. C'est quand on m'a dépisté mon diabète. Donc là, c'était... c'était vraiment l'apogée de ma boulimie. Et juste après ça, juste après cet épisode-là, ces quelques mois, c'est là où vraiment je me suis libérée complètement de l'obsession. À partir de ce moment-là. Mais avant ça, j'ai connu un pic, mais atroce. Qui était vraiment dangereux. Donc on m'a dépisté des maladies auto-immunes, dont un diabète de type 1. Et parenthèse, je crois que c'est extrêmement lié à un épisode absolument terrible que j'ai vécu justement dans la marine. C'était très dur pour moi. Et ça a coïncidé un petit peu avec ça. Donc bref, on me dépiste un diabète. Et quand on me dépiste ce diabète, j'ai des taux de glycémie, donc des taux de sucre dans le sang qui sont énormes. Comment est-ce qu'on me le dépiste, pour vous dire? Parce que je commençais à perdre la vue. J'avais la vue qui se brouillait et chaque jour, je voyais de moins en moins. C'est-à-dire que j'avais atteint quand même un degré de concentration de sucre dans le sang assez élevé et que ça durait depuis un moment. Donc c'était assez sévère. Forcément, quand on découvre ça, je me fais hospitaliser. Et à l'hôpital, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais à l'hôpital, on m'a pas du tout comprise quand j'ai parlé de boulimie. On m'a dit oui, c'est sûr que si vous passez la journée avec la main dans le paquet de chips, ça va être compliqué. Mais vraiment, personne n'a écouté. Mais du médecin au professeur, à l'interne, à la diététicienne, personne ne m'a écouté en fait. Personne n'a entendu ce que je vivais. Et donc, ouais. Et donc voilà. Donc je suis hospitalisée dans ce contexte avec des taux de glycémie très élevés. Et quand on est hospitalisé pour du diabète, on est contrôlé tout le temps. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est toutes les 4 heures. Enfin, au moins toutes les 4 heures. Donc j'étais sous haute surveillance, machin, truc et tout. Et j'avais atteint des taux, je me souviens que les médecins me disaient, mais c'est des taux de coma. Enfin, c'est étonnant que vous ne soyez pas tombé dans le coma tellement c'est hard. Et ça a duré pendant toute la durée de mon hospitalisation. Et j'avais tellement besoin tellement besoin des crises que là je faisais pareil. J'allais à la cafétéria de l'hôpital avec la trouille bleue de croiser un des médecins, parce que c'est une cafette et il y a tout le monde, donc de croiser un des médecins et
je pouvais pas faire des crises parce qu'en fait je pouvais pas engloutir des quantités énormes de bouffe, donc je faisais vraiment, je m'achetais de quoi manger pour me soulager, mais c'était comme des toutes petites, des tout petits pansements, parce que si j'avais pu à ce moment-là, j'aurais fait des crises gigantesques. Et donc j'allais au distributeur ou j'allais à la cafétéria et pareil, j'essayais de manger en me planquant quoi. Je me planquais dans les toilettes, je me planquais dans ma chambre. Alors les chambres sont pas individuelles. Enfin c'était vraiment, j'ai inventé toutes sortes de calculs et puis je savais que les médecins allaient voir que mes taux étaient trop bizarres. Mais je ne pouvais pas m'empêcher. Donc ça donnait lieu à des situations complètement farfelues. C'est-à-dire que les médecins me disaient mais vous êtes sûr que vous avez rien mangé là? Je disais non, juste le repas. Et je voyais qu'ils savaient. Et puis on m'a même dit, écoutez, il y a un moment donné, vous êtes là en hospi, faut jouer le jeu. Et c'est pareil, c'est ce que je vous disais, j'avais cette partie de moi qui avait honte. Je me disais, mais t'es en train de prendre la place de quelqu'un dans un hôpital, t'es en train de te faire soigner, et toi, tu peux pas t'empêcher d'avoir ce comportement à la con. Et c'est là aussi, je sais encore une fois qu'il y a des gens qui comprennent pas et qui vont dire, oui, mais faut aussi, faut se prendre en main, il faut se raisonner. Et c'est tout ce que j'aurais voulu, mais je ne pouvais pas. C'était pas volontaire, c'était pas ma volonté qui parlait. Mais voilà, c'est-à-dire que je savais que j'étais en danger, je savais que c'était mal ce que je faisais, parce que j'étais hospitalisée pour ça. Que je savais que j'avais des taux, enfin que je pouvais tomber dans le coma en fait d'un moment à un autre parce que j'avais trop de sucre dans le sang. Enfin voilà, c'était... Et je pouvais pas m'empêcher, je pouvais pas m'empêcher. Alors que, franchement, je dis pas ça, je suis d'une intelligence normale, mais je veux dire, j'ai toute ma tête, je suis intelligente, je suis normale, ça va, je sais que c'est pas bien. Vous voyez, mais c'est pas une histoire de volonté. Voilà. Ben, je pense que j'ai assez raconté de trucs croustillants, hein. Enfin, surtout que je m'en souviens pas plus que ça. Du reste, ça me reviendra peut-être, mais voilà ce que je voulais vraiment transmettre. Et je voulais insister sur le décalage entre ce que les gens percevaient de moi et ce que je vivais. Alors, il y a eu des moments, comme je vous disais, où j'ai été démasquée. Mais il y a aussi plein de moments où les gens ne voyaient rien à ce que je vivais. Et souvent, on me disait, ah, toi, vraiment, toi, t'as la tête sur les épaules, toi, t'es responsable, toi, tu sais où tu vas, toi, t'es déterminé. Et je me disais, mais quelle blague, si les gens savaient comment ça se passe dans ma vie, dans mon quotidien, mais jamais, ils me parleraient même plus, en fait. Ils m'adresseraient même plus la parole. Et il y avait vraiment ce décalage entre ce que les gens voyaient de moi et ce que moi je vivais, et je me sentais une imposture permanente. Surtout qu'en plus, évidemment, je faisais plein d'efforts pour entretenir cette image que je véhiculais de moi, c'est-à-dire que je ne voulais pas être démasquée. Et les moments où j'ai le plus souffert au-delà du manque de sens, c'était quand j'étais démasquée, c'est-à-dire quand je prenais du poids et que donc les gens voyaient qu'il y avait un problème, quand je me faisais pincer avec de la bouffe ou en train de bouffer, ou que j'étais dans les toilettes depuis une demi-heure et que je sortais avec plein d'emballages. Enfin voilà, des trucs, quand je faisais des trucs bizarres, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que je suis quelqu'un de responsable et fort, et j'ai toujours été quelqu'un de responsable et de fort, mais quand j'étais boulimique, j'avais une addiction qui était plus forte que moi. Et d'ailleurs, ça j'en parle dans un de mes modules, parce que j'ai fumé aussi beaucoup de tabac. Et par exemple, je me souviens que l'addiction au tabac me faisait faire des trucs tarés. Par exemple, quand je me forçais à ne pas avoir de clope pour être sûre de ne pas fumer, bah, le dimanche par exemple, je faisais quoi? Je sortais de chez moi et puis j'allais fumer les mégots des voisins qui laissaient dans leur cendrier sur leur fenêtre. Parce que j'avais besoin, c'était plus fort que moi, c'est de la toxicomanie. Voilà. Donc cette vidéo, elle avait vraiment ce message-là, c'est de dire que j'étais pas mieux partie que d'autres. J'étais sérieusement boulimique, si on peut dire ça comme ça, même s'il n'y a pas des sérieux et des pas sérieux, voilà. Il y a des gens qui font pas de crise et qui sont tout le temps dans la restriction et qui souffrent énormément. Mais je veux dire, j'ai pas été une boulimique light, j'ai vraiment joué le jeu à fond, j'ai cumulé ça avec d'autres addictions, et ça a duré longtemps. Et pour autant, aujourd'hui, j'ai la certitude profonde que plus jamais de ma vie, je ne tomberai dans la boulimie. Je le sais parce que le mécanisme ne m'aura plus. Parce que j'ai réglé ce qu'il fallait. Ça ne veut pas dire que ma vie est super, hein, et mes clients savent très bien que j'ai beaucoup de challenges à gérer. Et puis j'ai toujours cette personnalité atypique qui va avec, qu'on retrouve chez les boulimiques. Mais pour la boulimie, je sais que je ne retomberai plus dans ce piège. Je sais que je suis tirée d'affaire. Et vous pouvez l'être aussi. Voilà ce que je voulais raconter.
Alors, je terminerai en vous disant que du coup, si vous êtes intéressé par la méthode boule de vie, la méthode boule de vie, c'est un ensemble de principes, de partis pris, c'est une méthode thérapeutique pour vous aider à vous libérer définitivement de l'obsession alimentaire. Si ça vous intéresse, allez voir en description pour avoir les infos. Vous pouvez, si vous avez des questions, poster un commentaire et puis je vous répondrai. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Ce que je voudrais dire pour terminer, c'est si vous vivez ça maintenant, surtout, je sais que c'est facile à dire, faites ce qu'il faut pour vous en sortir. Cherchez des solutions, quelles qu'elles soient. Si vous avez peu de moyens, regardez des trucs sur internet, n'importe quoi. Lisez des bouquins, tout le monde peut s'acheter un bouquin. Lisez les livres que je recommande en description. Vous pouvez mettre 10 balles dans un livre, quoi. Si vous mettez des centaines d'euros dans la boulimie, vous pouvez mettre 10 balles dans un livre. Et ça peut vous changer la vie. Faites ce qu'il faut, mais ne culpabilisez pas parce que vraiment, vous avez quelque chose de plus fort que vous. Ne culpabilisez pas, mais faites ce qu'il faut. C'est-à-dire que c'est pas une raison pour rester dans une posture de c'est pas juste, je suis une victime, c'est trop dur. Faites ce qu'il faut, mais en faisant ce qu'il faut, ne vous flagellez pas. Parce que même si vous êtes, à cause de la boulimie, amené à faire des choses qui sont mal vues, qui sont répréhensibles, que vous préféreriez ne pas faire, ce n'est pas de votre faute en fait. Vous n'êtes pas coupable de ça, c'est pas de votre faute. C'est de la toxicomanie, tout simplement. C'est une addiction. Voilà. Et ça se soigne. Et on s'en sort pour de vrai. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas louper la suite. Vidéo ou podcast, si vous écoutez la version podcast. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt.